Du 6 au 22 février, tous les regards seront rivés sur les exploits de nos plus grands athlètes. Vivez l'expérience complète des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur ICITO.tv. Frisson garanti. Nous sommes le vendredi 23 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien ce matin et merci d'être des nôtres en ce vendredi. Grosse journée encore une fois pour l'équipe de Mark Carney, le premier ministre et son cabinet sont réunis à Québec pour une deuxième journée, c'est pour préparer évidemment la rentrée parlementaire. Hier, nouveau discours qui a fait réagir, qui a été remarqué de la part du premier ministre. On va revenir sur cette journée et voir un peu ce qui attend les membres de l'équipe du premier ministre canadien qui donc est réuni à Québec au moment où on se parle. Jean-Philippe Robillard sera avec nous et va revenir sur ce discours d'hier et voir un peu ce qui attend les troupes libérales pour la journée à quelques jours de cette rentrée parlementaire au début de la semaine prochaine. Sinon, sur la scène internationale, au moment où l'on se parle, il y a une réunion tripartite au sujet de l'Ukraine, regroupant Russes, Ukrainiens et Américains. Et il y a quelques dépêches qui commencent à sortir à l'effet que le Kremlin dit que les troupes ukrainiennes doivent quitter le Donbass pour un règlement du conflit. Il risque d'y avoir des développements sur ce front. Aujourd'hui, c'est une rencontre qui se tient à Abu Dhabi. Donc, on risque d'avoir des développements pour vous un peu plus tard aujourd'hui. L'équipe est avec moi autour de la table. Marie-Michel Bordua est avec nous aujourd'hui aux actualités culturelles. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour. Alors, Julie Jasmine est absente le vendredi. C'est donc vous qui prenez le relais en ce vendredi matin. Olivier, bien sûr, Pellerin est là au sport et Véronique Méran à la météo. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ce qui va aussi retenir l'attention, Véronique, j'ai envie de dire, c'est le froid. Déjà, je voyais les images, je lisais les comptes rendus de nos amis dans le centre du pays, entre autres au Manitoba, qui ont les deux pieds dans le froid glacial et ça s'en vient vers l'est tranquillement, ce vortex polaire. Exactement. Ouais. Donc, ce vortex qui décale vers le sud, vous avez raison de dire qu'ils ont les deux pieds dedans. Il fait moins 34 ce matin du côté de Regina, moins 30 à Winnipeg, refroidissement éolien sous la barre des moins 40. Donc, Ouf. Très costaud dans l'ouest, aussi sur le nord de l'Ontario. Là, on est sous la barre des moins 30 ce matin. Alors, graduellement, ça s'en vient. Mais là, le bémol, en fait... le bémol, c'est peut-être une bonne nouvelle pour certains, mais le froid va être présent, vif, surtout samedi, parce que dimanche, on a la méga tempête des États-Unis qui remonte graduellement. Une tempête dont vous allez entendre parler parce qu'il y a presque 200 millions d'Américains qui vont être touchés. Neige, verglas, froid dans des États où on n'est pas habitué à composer avec les États du Sud, entre les autres. États du Sud, oui. Et ça va toucher le Texas, ça va aller jusqu'en Caroline du Sud, ça va aller du Colorado jusqu'au Maine aussi. OK. New York, Boston, Washington, on est là-dedans. Et c'est ce qui remonte samedi. Ça va remonter et déborder sur le sud du Québec dimanche. Ce qui fait que dimanche, on sera plus près du moins 15 que du moins 20. Alors, c'est vraiment samedi, là, la journée la plus saisissante, disons-le ainsi. Les températures de jour qui auront peine à dépasser la barre du moins 20. Évidemment, dans la nuit, on sera sous celle des moins 25. Alors, des records de froid à surveiller, oui. On commence la journée avec un mélange soleil-nuage. Il y aura encore quelques averses de neige dispersées ici et là. Les vents sont présents. Ils seront juste assez samedi pour vous faire dire, refroidissement éolien à considérer. Donc, aujourd'hui, les maximums se situeront entre moins 9 et moins 11 sur le sud du Québec. La nuit prochaine, on plonge, moins 24 à moins 27. Et demain, samedi, sous le soleil, avec un vent d'ouest d'une vingtaine de kilomètres à l'heure, mais c'est juste assez. Moins 17 à moins 21, ce sont les températures maximales anticipées. Dimanche, la tendance sera à l'ennuagement et la neige, ça ne commencera pas avant la fin de la journée. Pour l'instant, on va surveiller parce que ça peut toujours bouger. Une dizaine de centimètres, c'est ce qu'on anticipe sur le sud du Québec, mais il pourrait y en avoir davantage sur le sud de l'Ontario. D'ici là, on a quelques avertissements de froid d'émis au Québec, du côté de l'Abitibi, du Saguenay, du lac Saint-Jean. Ciel variable aujourd'hui, les températures, moins 25, pas plus que ça du côté de Val-d'Or, moins 17 dans la région de Saguenay. Partout, là, c'est du moins 25 à moins 28 la nuit prochaine. Il fera beau dans l'est du Québec ainsi
qu'en Abitibi samedi. Les températures seront froides et dimanche, la neige commencera tard en soirée. Pour ce qui est de la Gaspésie, la Côte-Nord, aujourd'hui, on a encore un petit peu de neige, moins 6, moins 8 degrés. Le refroidissement va se faire sentir un petit peu plus tard au cours de la nuit prochaine. On parlait de froid déjà bien campé sur le nord de l'Ontario. Moins 31 ce matin dans la région de Thunder Bay. Le maximum est de moins 25. Le soleil est là quand même. Sinon, c'est plutôt variable dans l'ensemble. On aura des averses de neige et Toronto, Windsor, Ottawa. Le mercure sera à la baisse dès la fin de l'après-midi. Là. Moins 15, moins 18. On surveille la neige Toronto dimanche. Il y en aura quand même pas mal. Ça va faire jaser. Et dans l'ouest, on maintient ces conditions ensoleillées. Une fois le brouillard dissipé à Vancouver. Assez variable dans les prairies. Moins 12 à moins 16 du côté d'Edmonton et Calgary, mais moins 29, moins 25, ce sont les maximums anticipés sur le sud du Manitoba et de la Saskatchewan. Et tout le week-end restera avec du grand froid de ce côté-là également. Lâchez pas, habillez-vous chaudement. Et c'est le mot d'ordre. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Marie-Michel, je me tourne vers vous parce qu'un peu plus tard à l'émission aux actualités culturelles, on va revenir sur cette course aux Oscars. Hier, les nommés ont été annoncés. Et sur cette domination du film Sinners, Pêcheurs, est-ce que ce sera leur année? En tout cas, ils ont un record de nominations, 16, incluant là, les plus prestigieuses, meilleurs films, meilleurs acteurs également. On revient là-dessus dans les prochaines minutes. Le temps de faire le tour des sports avec Olivier Pellerin en parlant de cette rencontre du Canadien de Montréal contre les Sabres de Buffalo. C'est les Sabres qui ont eu le dessus. C'est les Sabres qui ont eu le dessus. Les Sabres qui forment l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale de hockey. On s'en est parlé. On sait que le Canadien a affronté déjà 3 fois les Sabres cette saison. Donc, on a appris à les connaître un peu et maintenant, on les connaît sous leur beau jour. Hier, une victoire de 4-2 contre le Canadien de Montréal et surtout un début de match qui est un peu à oublier, en fait, et ce qui a probablement donné le ton à la rencontre. Les Sabres de Buffalo qui ont marqué 2 fois, dont le premier but du match, après 44 secondes seulement, le but de Jason Zucker. Et ça a envoyé peut-être un message que le Canadien de Montréal allait devoir mettre ses bottes de travail pour pouvoir venir à bout des Sabres de Buffalo. Et c'est ce qu'ils ont fait lors de la deuxième et de la troisième période. Mais malheureusement, manque de veine, pas d'occasion, mais peut-être un manque d'opportunisme dans le match d'hier. Le Canadien demeurait à court. C'est Cole Caulfield et Nick Suzuki qui ont marqué les 2 buts du Canadien de Montréal. Ça a été une bonne rencontre aussi pour Zachary Bolduc, qui a retrouvé d'ailleurs Cole Caulfield et Nick Suzuki en fin de rencontre. Martin Saint-Louis a suffisamment apprécié le travail de Zachary Bolduc pour le ramener justement sur ce premier trio pour tenter de générer quelque chose. Zachary Bolduc est allé chercher une passe dans le match d'hier, mais a été très physique, très présent dans le match et c'est vrai qu'on l'a beaucoup remarqué et c'est lui qui a été mis en évidence d'ailleurs dans ses entrevues d'après-match. On peut l'écouter parce que c'est un moment particulier où plusieurs joueurs reviennent dans la formation, reviennent de blessures. Et là, ça force aussi Martin Saint-Louis à prendre des décisions. Zachary Bolduc fait peut-être partie de ces joueurs qui seront un nom qui sera accompagné peut-être de points d'interrogation certaines fois dans certaines décisions. Et ça, il en est conscient. Donc, on peut écouter l'attaquant du Canadien de Montréal. On a des joueurs qui reviennent dans l'alignement, qui se remettent de blessures. Donc, pour ma part, je prends rien pour acquis. Je vais approcher chacun des matchs comme une dernière chance. Puis, je pense que c'est comme ça que je vais avoir du succès puis que l'équipe va avoir du succès aussi. Je me sentais bien ce soir. Puis, je pense que Martin l'a senti. Puis, non, c'est le fun lorsque ton entraîneur remarque ça. Une marque de respect qui a été saluée donc, par Bolduc. Le prochain match du Canadien, ce sera sur la route. Cette fois, le Canadien qui prendra la route de Boston pour affronter les Bruins. Et on sait que les Bruins fait partie de ces équipes. Là. Les Bruins, en ce moment, occupent le dernier rang qui donne accès aux séries éliminatoires et dans une course directe et avec les Sabres et avec le Canadien de Montréal qui est toujours 3e de la division Atlantique. Un classique Montréal-Boston. Oui. Donc, Victoria Mboko, maintenant au tennis aux internationaux d'Australie, poursuit son chemin. Mais attention, il y a tout un défi qui s'en vient. Ce sera tout un duel pour elle au 4e tour. Ce sera contre Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale. C'est qu'elle a remporté hier soir son match de 3e tour contre la Danoise Clara Tauson en 3 manches de 7-6, 5-7 et 6-3. Elle s'est donné des balles de match lors de la 2e manche et malheureusement, ça n'a pas été concrétisé. Elle a eu besoin de cette 3e manche, mais elle y est allée avec autorité encore une fois. Et là, le prochain défi, c'est contre la numéro 1 mondiale. Peut-être un peu de stress, quoique. On écoute Victoria Mboko. Oui, je veux juste rester tranquille. Elle a le numéro 1 de la mondiale, alors il n'y a rien de perdu. Et juste, quand je vais jouer, je veux juste rester calme et juste... Oui, c'est ça.
Juste oui, c'est ça. Juste rester calme. J'ai Oui, 19 c'est ça. ans, je suis 16e au monde, je n'ai rien à perdre. C'est l'approche pour son prochain match. Et d'ailleurs, c'est la toute première fois que Victoria Mboko atteint le 4e tour d'un tournoi majeur. Donc déjà là, elle est en terrain inconnu. Elle apprendra à gérer cette émotion-là. Oui, ce sera un match intéressant à suivre. Merci beaucoup, Olivier. Bon week-end. Salut, bonne journée. À la une des différents quotidiens de ce matin, je commence par le Globe and Mail qui nous parle, et je vous le disais au début de l'émission, il y a ce sommet tripartite, donc Ukraine, Russie et États-Unis en cours à Abu Dhabi. Donc, une avancée prudente, c'est un peu le titre du Globe and Mail de ce matin qui nous montre une image d'une centrale électrique qui a été frappée par un missile et il y a des millions donc de gens en Ukraine qui sont privés de courant alors que là-bas, évidemment, on le sait, c'est l'hiver également et les températures sont très froides, donc des gens qui souffrent de ce manque d'électricité, de ce manque de courant. Vous avez 101 du Globe and Mail qui s'intéresse également aux constructeurs automobiles chinois qui envisagent de venir sur le marché canadien, évidemment avec cette entente entre le premier ministre canadien et le président chinois. C'est le constructeur Chery, un constructeur automobile qui commence, après le Globe and Mail, à préparer le terrain pour arriver au Canada. Il semble être, Chery, vouloir être le premier constructeur chinois à vendre des véhicules aux particuliers ici au Canada. Le Globe and Mail s'est entretenu avec 3 personnes qui possèdent une grande expérience, écrit le journal, dans l'industrie automobile canadienne. Des gens qui ont été récemment approchés par leurs réseaux sociaux, leur demandant de travailler pour cette entreprise. Donc, des postes clés. On semble vouloir partir de zéro. Là. Vraiment, si ce n'était pas un réseau de concessionnaires, en tout cas, vraiment, des gens qui vont travailler pour cette entreprise qui n'a pas répondu au courriel du Globe and Mail. Donc, on voit qu'à la suite de cette entente, il commence à y avoir du travail en coulisses pour l'arrivée de véhicules chinois au Canada. Dans le Devoir de ce matin, on parle de Québec qui revoit à la baisse ses ambitions climatiques. C'est une nouvelle qui est sortie hier. Le gouvernement qui repousse sa cible de GES de 2030 à 2035, une décision fustigée par son comité consultatif des changements climatiques. Vous pourrez lire ça en une du Devoir de ce matin. Dans le Journal de Montréal, on nous parle d'une école toxique. En tout cas, c'est le titre de la une du Journal de Montréal. Problème de structure, de moisissure, d'eau, de fourmis également dans une école de la Montérégie, donc au sud de Montréal. Une école qui a déjà été fermée d'urgence. Et là, ce que demandent des parents, entre autres, c'est la démolition et la reconstruction d'une nouvelle école. C'est l'école Notre-Dame de la Paix en Montérégie, fermée d'urgence, donc début décembre. Une école classée E, selon les codes du gouvernement. Donc, une école classée E, ça veut dire une école vétuste, une école en très mauvaise condition. Plusieurs photos, d'ailleurs, qui démontrent le mauvais état de cette école, entre autres des poutres de soutènement qui ont dû être ajoutées, entre autres dans la cafétéria. En une du Journal de Québec, on parle de Mark Carney, qui est justement dans la vieille capitale et qui réplique à Trump et qui s'amuse en même temps. On le montre avec à la une avec une photo de bonhomme carnaval, vous savez, avec le pied dans les airs. Mark Carney qui s'est prêté à l'exercice. On va revenir, je vous le disais, avec Jean-Philippe Robillard sur le contenu de son discours d'hier, mais il en est question dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. En une de la presse, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de recevoir un texto vous offrant un travail à première vue facile et payant. C'est généralement pas le cas dans la vie. Quand on travaille, quand c'est payant, c'est généralement pas si facile que ça. Mais il y a des offres alléchantes, effectivement, qui peuvent nous arriver comme ça, non sollicitées. Ce sont de faux boulots. C'est une fraude, nous raconte la presse. Une de ces journalistes, des journalistes de la presse, ont en fait répondu à ces faux textos ou à ces attrapes. Et puis, on voit qu'effectivement, à un moment donné, on nous promet un travail facile, payant, mais on nous demande d'investir de l'argent sur les plateformes. Et il y a des gens qui ont perdu pas mal là-dedans. Notamment, c'est le cas d'une victime, Brigitte Lalande, que la presse nous présente, qui a perdu 3 200 $ dans cette fraude aux faux emplois. Donc, vous pourrez lire le stratagème et également témoignage de quelqu'un qui s'est fait prendre. C'est à lire en une de la Presse Plus de ce matin.
Jean-Philippe Robillard est maintenant en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Après avoir lancé un appel à l'unité pour faire l'hégémonie donc face aux États-Unis au Forum mondial de Davos, discours remarqué de Mark Carney, le premier ministre, il va d'un plaidoyer cette fois-ci pour l'unité canadienne. Donc le chef libéral a fait ce plaidoyer à l'ouverture de cette retraite de 2 jours à Québec là, en prévision de la rentrée parlementaire. Oui, et ce plaidoyer-là, Mathieu, il n'a pas fait ça n'importe où. Il a vraiment choisi un lieu symbolique. Il a fait ça à la citadelle de Québec qui a été construite, on s'en souvient, au début du 19e siècle pour repousser une possible invasion des Américains. Le premier ministre Carney, donc, qui a fait l'éloge de la Confédération canadienne, qui a fait un plaider pour l'unité canadienne, qui, selon lui, Mathieu, est essentielle pour résister aux menaces de l'extérieur, un plaidoyer de l'unité canadienne, alors qu'on sait que les relations sont tendues avec l'administration Trump, avec les Américains, alors également que le Parti québécois, qui souhaite tenir un 3e référendum au Québec sur la souveraineté, pourrait être élu aux prochaines élections. Alors, on écoute un extrait du discours de Mark Carney. Les Québécois ont choisi à 2 reprises de rester au sein du Canada, estimant que ce partenariat, malgré toutes ces frustrations, méritait non seulement d'être préservé, mais aussi d'être renforcé. Les Canadiens et Canadiennes veillent les uns sur les autres, surtout dans les moments difficiles. Des propos qui ont fait réagir, entre autres, dans les rangs souverainistes. Oui, il y a le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a réagi sur les réseaux sociaux, qui a accusé le premier ministre Carney de tabler sur la peur et de falsifier l'histoire du Québec. Le chef péquiste qui promet de répondre point par point à l'allocution de Mark Carney lors du congrès de son parti qui se tient en fin de semaine. Quant au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lui, il a réagi sur X et je le cite, après avoir été louangé et presque déclaré sauveur du monde, le voilà, sauveur du Canada. Fin de la citation, c'est ce qu'a dit le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Et Mark Carney a aussi, dans cette déclaration, dans ce discours, décidé de répondre à Trump, qui lui-même lui avait répondu à son discours de Davos, donc dans les heures auparavant. Oui, effectivement. Donc, le président américain qui a déclaré cette semaine dans son discours à Davos, vous en souvenez, que le Canada existe grâce aux États-Unis. Vous l'avez dit, c'est ça, c'est en réaction au discours de la veille de Mark Carney, ce à quoi le premier ministre canadien a répondu hier. Je vous invite à l'écouter. The Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we... Alors, le premier ministre Carney qui affirme que le Canada ne vit pas grâce aux États-Unis. Le Canada, dit-il, prospère parce que nous sommes Canadiens. Et ce qui sera intéressant de voir aujourd'hui, Mathieu, lors de cette rencontre libérale, ce sera intéressant de voir la réaction du premier ministre Carney au fait que Donald Trump a retiré l'invitation qui lui avait été faite de joindre son conseil de paix. Oui, Conseil de la paix qui a été inauguré officiellement hier à Davos, une vingtaine de nations, de leaders qui ont signé. Et effectivement, donc, Donald Trump a comme désinvité finalement Mark Carney parce qu'il lui l'avait invité au départ. Oui, mais Mark Carney qui était réticent, c'est ce qu'on comprend parce qu'il y avait également un chèque d'1 milliard de dollars qui devait suivre avec ça. Oui, c'est ça. Alors, on verra les développements aujourd'hui lors de cette réunion du caucus libéral. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Marie-Michel Borduas de retour en studio pour les actualités culturelles. Ce qu'on entendait là, c'est un extrait donc de ce long-métrage Sinners, Pêcheurs, qui vraiment domine cette course aux Oscars. 16 mentions, dont meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur. C'est vraiment... bon, vous l'entendiez peut-être moins dans la bande-annonce parce qu'on a l'impression plus d'un film historique, de légende, mais c'est un objet cinématographique assez particulier. On est entre le drame d'époque, entre l'horreur, avec une grande place aussi à la musique blues, bluegrass également, réalisé par l'Américain Ryan Coogler qui avait offert le Creed, la Panthère noire notamment. Cette fois,
le long-métrage, il est campé dans le sud des États-Unis, le sud ségrégationniste des années 30, où l'horreur s'installe vraiment plus vers la moitié, même le 3/4 là, du film, avec ces vampires qui arrivent, qui symbolisent la violence de cette époque-là. 16 nominations, donc c'est un nouveau record. Sinners dépasse, le précédent, c'était 14 nominations. Il y avait 3 films qui se partageaient ce record. All About Eve, vieux film des années 50, Titanic et La La Land. L'autre grand favori de ces 98e Oscars, c'est One Battle After Another, une bataille après l'autre. C'est un film de Paul Thomas Anderson sur les dérives extrémistes des États-Unis. Un film qui résonne fort dans le contexte actuel, je vous dirais, nommé 13 fois, dont pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur également, Leonardo DiCaprio, qui offre une solide performance dans ce film-là. Est-ce que, par contre, ce sera suffisant pour détrôner Timothée Chalamet? Ça semble être son année avec cette incarnation d'un athlète de tennis de table, qui le crut, dans Marty Supreme. Ce sera donc à voir le 15 mars. Et Julie Jasmine parlait hier là, de ses possibilités canadiennes. Il y en a des nommés cette fois-ci, de belles nouvelles pour 2 courts-métrages québécois, La jeune fille qui pleurait des perles et Perfectly Strangerness, qui sont en lice pour ces Oscars. Et peut-être une surprise là, dans ces nominations-là, le succès populaire F1, qui met en vedette Brad Pitt, qui est dans la course pour meilleur film. Certains ne l'attendaient pas là du tout, mais la production permet quand même aussi là, au studio montréalais Framestore d'être nommé dans la catégorie meilleur effet visuel. Intéressant. Donc voilà pour cette course au nommé dans les Oscars. Maintenant, on va parler de cette série, Heated Rivalry ou Rivalité passionnée, une popularité qui ne cesse de croître. Qui dépasse toutes les frontières, là, si bien qu'il y a 2 acteurs de cette série canadienne de hockey qui est produite par Crave qui vont faire partie des porteurs de la flamme olympique lors des Jeux de Milan-Cortina. Hudson Williams, Connor Story, qui incarnent respectivement Shane Hollander et Ilya Rozanov. Les initiés savent de qui on parle. Ces 2 étoiles du hockey, 2 rivaux, 2 amoureux qui se développent cette passion. Faut dire que la série, d'ailleurs, sera diffusée en Italie dès le mois de février, 6 jours avant le début des Olympiques. Ah bon, donc d'où le lien, effectivement, parce qu'on se demandait pourquoi est-ce que les Italiens auront la référence. Mais oui, donc ce sera diffusé là-bas aussi. Quoique maintenant, les séries voyagent un peu partout, les frontières tombent. Parlons de musique. Le groupe Bleu Jeans Bleu, qui s'est fait connaître avec son chandail de coton ouaté, notamment, revient avec un nouvel album. Record numéro 5, comme ils le diraient eux-mêmes, disponible depuis ce matin. Un album qui, en camping, qui au mini-pot, qui, sur la plage, nous amène un peu de chaleur, là, franchement, en plein milieu de cet hiver. On va le prendre. Oui, 5e opus, comme son nom l'indique, qui donne vraiment des envies de danser de la tête, qui va vous procurer des sourires également, là, soyez avertis. Les amateurs vont retrouver leur bon vieux Claude Cobra et ses acolytes. Nouvel album qui s'inscrit dans la continuité, mais ce groupe-là s'installe, on dirait, à chaque fois un peu plus dans son son. C'est le cas ici. Record numéro 5, ça fait pas exception. On a des ballades, du funk, du disco bien assumé. C'est vraiment réussi. Et il y a des cordes sur certaines pièces qui donnent une autre dimension. Également, après Défi Fruits Frits en 2016, on aura peut-être un nouveau exercice de diction, Scotch and Posh. Peut-être facile la première fois, mais après 3-4 jeux de poche, peut-être plus compliqué. Après 3-4 scotch. Donc, 2e chanson de cet album qui a un potentiel de devenir la ref, comme diraient les jeunes, comme l'ancien Fais-tu frette. Donc, sur les campings cet été, peut-être qu'on se proposera un Scotch and Posh. On écoute. Baby, Scotch and Posh. Dans la main gauche, un vrai vache, baby, dans la droite, un sac de grains. Alors voilà, Bleu Jeans Bleu, nouvel album. Marie-Michel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais. Je vous retrouve lundi. Bonne fin de semaine. Je suis correspondant aux États-Unis depuis le mois d'août. Imaginez le tourbillon. Et ce n'est qu'un début. Je vous invite à voir les événements à travers mes yeux. Louis Blouin aux États-Unis de Trump, en exclusivité sur Radio-Canada Audio.